Bonsoir à tous et bienvenue pour la Lucarne Verte, la nouvelle émission d'Actu Synthé. Ce soir, nous allons parler donc du résultat du match à Saint-Étienne et Dijon, la victoire des Verts 2-0. Puis nous ferons l'avant-match Nîmes Olympique Saint-Étienne. Pour ce soir, au programme, donc, comme invité, nous avons le plus argentin de tous les Stéphanois, Melvin. Salut Melvin. Salut tout le monde. Nous avons aussi l'encyclopédie humaine de l'AS Saint-Étienne, Albert. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et enfin, samedi, il a fait sa première au COP Nord en faisant un certain nombre important de kilomètres. C'est Loris. Salut Loris. Salut à tous. On a fait combien de kilomètres? Dis-nous. Je sais pas, mais je suis rentré très tard samedi soir, c'est tout ce que je sais. On a fait un peu plus de 5 heures de route, donc je suis arrivé chez moi. Je suis parti, il était 5h30, voire un peu moins. Puis on est rentré vers minuit et demi. Donc, D'ailleurs, tu as eu même un tweet de l'AS Saint-Étienne, mon salaud. Oui. J'ai demandé à Roland Romillet de vendre le club, mais toujours pas de réponse. Bon, on va quand même tout de suite parler du match. Donc la victoire des Verts, 2-0. Les Verts qui se sortent enfin de la zone rouge, suite aussi aux résultats de nos concurrents, qui ont été plutôt favorables. Donc les Verts enfin sortent de la zone rouge, 2-0. Je vous fais un petit résumé de ce qui s'est passé. Donc les Verts vont ouvrir le score assez rapidement, dès la 12e minute, avec un très beau jeu offensif. Une déviation de Charbonnier pour lancer un Jean-Philippe Crasso qui va placer une superbe frappe. Et puis après, à la 39e minute, c'est Benjamin Bouchoirie qui va décrocher une frappe qui sera contrée par Daniel Congré et qui va lober Baptiste Renet pour le 2-0. Et en deuxième mi-temps, il ne va pas se passer grand-chose à part une belle parade de l'Arseneur sur un coup franc de Michael Le Bihan. Mais derrière, les Verts vont tenir, vont rester très solides et fidèles à leurs principes, vont tenir ce score de 2-0. Messieurs, est-ce qu'on peut clairement dire que c'est la victoire solide de l'AS Saint-Étienne? En tout état de cause, mérité, très clairement. Il faut bien reconnaître que Dijon, il n'y avait rien en face. Ça, c'est une réalité. Mais une victoire qui ne souffre d'aucune contestation, ça, c'est une certitude. C'est clair que les Verts ont fait une très très bonne entame de match. Ils ont réussi à se mettre à l'abri au plus rapidement possible. Et puis après, la deuxième mi-temps, ils ont fait les gestionnaires. Ils ont fait tranquillement leur deuxième mi-temps qui reste une mi-temps correcte. Et puis voilà, tant que la victoire est au bout, c'est le principal, je pense. Loris? Un gros match collectif de l'AS Saint-Étienne. Pas exceptionnel. Après, c'était pas exceptionnel à partir du moment où Moefek et Charbot sont sortis, on a senti que ça allait un peu moins de l'allant. Enfin, moi, c'est ce que j'ai trouvé vu des tribunes, et après je me suis retapé le match en vidéo, et c'est le sentiment qui m'inspire. Après, j'ai bien aimé la gestion temps fort, temps faible. Saint-Étienne a été intéressant là-dessus parce que Saint-Étienne ne se faisait pas forcément, on n'était pas en grand danger, mais on a su gérer ça, et aussi les ressorties de balles. D'habitude, on a vu que contre Annecy, le plan de jeu était de partir rapidement de l'avant, alors que là, on a su gérer, les faire courir, trouver les solutions intérieures, même si Dijon nous a facilité quand même de passer par le milieu, parce qu'il nous avait mis 2 joueurs sur les côtés à chaque fois, de chaque côté, à gauche et à droite. Et on a bien su faire. Moi, je trouvais que la gestion temps fort, temps faible a été très bonne. Ah oui, tout à fait, une très bonne gestion de ces temps forts. On va plutôt parler de ce qui a bien marché, autre l'offensif qui a été certes plutôt réaliste, mais vraiment ce qui a marché dans ce match, c'est l'assise défensive, notamment avec cette relation avec notre défense à 3, avec donc de droite à gauche Apia, Seydouso, Petro, et puis même avec la relation avec notamment un Monconduit qui était vraiment un 6 sentinelle.
messieurs, la relation 3 centraux, elle fait quand même fort, avec notamment Seydou Sow. Je vais vous lire un petit peu les stats de Seydou Sow parce qu'il a vraiment fait, pour moi, le gros match. Il représente bien le gros match de la défense. Donc Seydou Sow, c'est 50% de tacles réussis, c'est 9 dégagements, 100% de duels aériens remportés. Ça, c'est pour ses statistiques défensives. Et il a quelques statistiques un peu offensives. Donc 79% de passes réussies. Il a touché 74 fois le ballon. Et surtout, il a réussi 4 passes dans le dernier tiers du terrain. Donc tout de même un défenseur qui a su réussir ses offensives. Les 3 centraux, messieurs, ils ont été forts. Hein. Aujourd'hui, ils ont été costauds. Vous en avez vraiment pensé quoi de ces 3 centraux? Très clairement, on peut. Si moi, je vais parler d'abord, voilà, d'un mec que j'apprécie, Sceaux, qui quand même, si on peut regarder, en l'absence de Briançon, il a quand même pris le leadership de cette défense en s'imposant en tant que défenseur central, axial, qui est vraiment au centre de cette colonne. Et de match en match, il confirme le fait qu'il fasse des rencontres de plus en plus abouties. Parce que très clairement, on peut le voir sur ce match-là, il a été très 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 solide. Moi, je trouve que tant mieux. Et on peut même voir sur cette défense du coup à 3, comme quoi les 3 se complètent bien. Petro retrouve beaucoup de jambes dans ce fameux poste de défenseur central à 3. Apia, avec son expérience, aide beaucoup les deux jeunes, les Sceaux qui est un peu plus jeune et Petro qui a une expérience mais qui est moindre comparé à Apia. Donc je trouve que les 3 vont bien ensemble et sont rarement pris à défaut. Par exemple, surtout sur ce match-là, ils ont été rarement pris à défaut. Et les 2 qui étaient un peu plus en danger, Sceaux et Petro ont fait en l'espace de 5 minutes, je crois, 2-3 grosses interventions, gros tacles qui ont fait même Oui, en deuxième mi-temps. ils ont fait même lever le stade comme un seul homme pour les encourager et applaudir de leurs gestes. Et ça a montré un allant et une envie quand même de rester solide et de tenir ce clean sheet quand même, qui était important. Loris, t'en as pensé quoi? On finira par Albert après. Des 3 centraux? Oui. Ouais. 3 centraux très solides. Hein, je dirais même un match quasi parfait en fait finalement de l'association entre les 3 parce que rien n'est passé, il n'y a pas eu de trou d'air, une concentration tout le match, aidé ou pas par Dijon, c'est assez compliqué pour en parler vraiment. Mais franchement, j'ai vraiment rien à dire. Je sais pas si vous avez trouvé quelques défauts à l'association, moi je n'avais pas trouvé. Si, il y avait un joueur de Dijon qui était quand même pas mal, moi j'ai trouvé, c'était Xandé Silva, le numéro 10, qui a fait quand même quelques différences. Je le trouvais très 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 fort balle au pied, de ce que j'ai vu aussi. Et pour autant, on n'a pas flanché. S'il y avait quelque chose à retenir de négatif sur le match défensivement, c'était nos 2 pistons, Cafaro et Nkunku, dont Nkunku qui a été assez faible hier. Mais la faute ou pas à nous, parce qu'on a peut-être essayé de jouer beaucoup dans l'axe aussi. Donc je sais pas. Mais en tout cas, les 3 centraux, vraiment parfaits. Moi, me concernant, par rapport à ce qu'a dit Melvin, je pense quand même que Apia a le rôle que n'avait pas Briançon en son absence. C'est lui qui, me semble-t-il, arrivait à recadrer notamment Sceaux, puisqu'il jouait côte à côte. Et je trouvais cette relation vraiment très intéressante. Apia fait vraiment figure de grand frère dans cette défense à 3. Après, je pense quand même que la faiblesse de Dijon a largement facilité notre tâche, a facilité la tâche des 3 centraux, sachant que, effectivement, tu as raison quand tu as raconté de ces 2 ou 3 actions qui ont fait lever le stade, c'est vrai, les 2 ou 3 tacles consécutifs de Petro et de Sceaux pour annihiler les actions dijonnaises, ça faisait plaisir à voir. Ça fait plaisir à voir dans la mesure où ça confirme, et ça c'est vraiment très important pour moi, c'est important pour le peuple vert, ça confirme que les joueurs sont bien derrière Laurent Batles et qu'ils ont bien enclenché l'opération maintien. Donc ça c'est une très bonne chose. En point négatif, j'en trouve un quand même.
Et notamment chez Seydou Sow, il doit travailler ses relances longues qui étaient contre Dijon, qui ont été toutes imprécises. À certaines fois, ça rendait le ballon un peu trop vite à l'adversaire. Alors Dijon n'en a rien fait, heureusement. Mais bon, peut-être que ça, il va devoir le travailler à l'entraînement. Oui, Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nos 3 centraux ont été vraiment à la fête contre Dijon et ça fait plaisir à voir. ouais, surtout, on a vraiment, enfin, on voit un match, je dirais un peu référence. C'est le fait aussi d'avoir tenu ce score, parce que c'est assez significatif. J'ai pas le souvenir d'un match, même si on peut creuser plus loin. Je me souviens plus de quand c'est qu'on a eu un match où on a réussi à tenir un score comme d'un 2-0 et tenir parfaitement la justesse et sans concéder vraiment d'occasion. Parce que, à part le coup franc de Le Bihan, on n'en concède aucune vraiment Alors, d'occasion. par rapport à ce que tu dis, Sans doute la fébrilité du Dijon, mais rien de par concédé. rapport à ce que tu dis, moi j'ai moins aimé ce dernier quart d'heure du match. On a laissé trop le ballon à Dijon. On aurait pu, ça aurait mérité une meilleure implication en cette fin de match. J'ai pas aimé. Pas stressé non plus, mais j'ai pas aimé. On aurait pu être mené 2-0, certes, et qu'il n'y avait pas grande menace. Mais bon, à Nîmes, bon, on en parlera plus tard, faudra pas trop leur laisser le ballon comme ça quand même. Après, si je peux revenir sur ce que tu disais, Albert, par rapport au fait que ça soit un grand frère Apia pour Sceaux, c'est vrai, et même lui le disait, c'est surtout au niveau de ses sautes de concentration. Il y a des moments, Sceaux, voilà, c'est son petit souci depuis qu'il est à la SS, c'est ses sautes de concentration sur le match. Et Apia le disait très bien, comme quoi lui aussi, étant jeune, il faisait ces erreurs-là. Et que maintenant, avec l'âge, il a pris la mesure de tout ça et il aide énormément Sceaux sur ce point-là. Après, oui, c'est clair que Apia a plus d'expérience donc est un peu le patron spirituel de cette défense, mais je trouve que Sceaux arrive, de toute façon c'est lui qui est, moi de mon point de vue, après c'est du cop, mais de mon point de vue c'est lui qui replace, qui aligne cette défense en fait. C'était mon impression, c'est lui qui l'aligne. Sur le match, on le voyait bien. Franchement, j'ai observé plusieurs minutes Apia parce que justement, je n'arrivais pas à le trouver dans le match. Je trouvais qu'il était en retrait et je n'avais pas compris son rôle. Et effectivement, je l'ai regardé un peu plus longtemps jouer et il a cette taille patron. C'est lui qui, sur ce match contre Dijon, alors je sais les autres, je suis moins sûr, mais contre Dijon, tout le monde s'alignait sur lui. Enfin, les 3 centraux s'alignaient sur lui, c'était vraiment lui le patron. Et effectivement, à partir de ce moment-là, j'ai compris que toute l'importance qu'il avait eu dans ce match, que je n'avais pas pu observer de manière significative auparavant. La différence, c'est que Sceaux jouait dans l'axe et Apia et Petro jouaient plutôt sur le côté. Donc, je suis d'accord. Apia et Petro avaient aussi le rôle, à la différence de Sceaux, de couvrir le dos de Cafaro, oui, voilà. Nkunku et Cafaro. Et la différence, et qu'on a vu aussi beaucoup Petro, c'est parce que ça passait plus souvent, on va dire, dans le dos de Nkunku, qui, j'ai l'action en tête, mais vous dire à quel moment, c'est quand Nkunku, il a un saut de concentration, le ballon il vient vers lui, il prend un peu de retard, et c'est Petro qui, par plusieurs fois, tacle au tout dernier moment. Et donc, Petro et Apia, c'est encore plus louable parce qu'ils gèrent aussi le dos de Nkunku et Cafaro, qui sont pas des latéraux de métier, donc c'est probable que ça passe dans le dos, quoi. Donc là aussi, on les a un peu plus vus que Sceaux là-dessus. C'est vrai. Ouais. Puis surtout, on a réussi aussi en défense à récupérer les ballons et à souvent trouver nos milieux de terrain libres. Alors, il y a quelque chose qui s'explique aussi, c'est Thomas Monconduit qui a une très bonne relation avec cette défense à 3. Le rôle de Monconduit, Loris, je sais que tu l'as un peu analysé, tu peux nous en parler un petit peu de son rôle spécifique à Thomas Monconduit? En fait, c'est un rôle collectif qu'a eu l'équipe. C'est-à-dire que, de ce que j'ai compris en tout cas,
et tout humblement, hein, je peux peut-être me tromper, mais c'est qu'en tout cas, Thomas Monconduit a profité notamment de Bouchoirie et de Lobry, et Moefek en début, mais aussi et surtout de Crasso, parce que Crasso venait très souvent reculer, ce qui faisait passer l'équipe à 4 au milieu, en losange, en format de losange, on va dire. Et ça permettait d'être 4 au milieu pendant que Dijon, eux, étaient à 3. Donc, ils ne pouvaient pas forcément s'occuper des 4. Donc, Monconduit s'est retrouvé très, très souvent libre, en fait. Donc, a pu jouer derrière le dos de Le Bihan et de l'autre attaquant dont j'ai plus le nom de Dijon. Mais en tout cas, c'était très facile. Et à partir du moment où on trouvait le décalage avec Monconduit avait l'aisance de trouver Bouchoirie à droite et Lobry très souvent. En fait, pour Saint-Etienne, ça a été un match maîtrisé, comme on a dit défensivement, mais offensivement. C'est-à-dire que Saint-Etienne, à partir du moment où ils arrivaient à trouver le décalage, c'était très compliqué pour Dijon de prendre le ballon. Et on s'est fait très très rarement, je ne sais pas vous de ce que vous avez vu, mais très rarement contrer au milieu de terrain, quoi. Et pourtant, Oui. Dijon a essayé de nous contrer, mais c'était très compliqué parce qu'ils étaient en sous-nombre. Et Dijon a fait le pari aussi de nous mettre en difficulté sur les côtés parce qu'ils avaient, c'est leur schéma de jeu, mais ça aurait pu nous mettre en difficulté sur les côtés parce qu'ils jouaient avec un arrière gauche et un ailier gauche, un arrière droit, un ailier droit. Or, ils n'ont pas su profiter de cette supériorité sur les côtés contre nous, de ce que j'ai compris aussi, hein. Mais ils n'ont pas su le faire. Et là aussi, on a eu de la chance parce que honnêtement, quand j'ai vu Xandé Silva, j'avais peur par moment qu'on soit en infériorité sur les côtés. Mais ils n'ont pas su profiter de ces situations-là. Oui, tu as raison. Tu as raison. On a pris une équipe de Dijon qui était au fond du trou, et tant mieux. Moi, comme toi, j'ai adoré le match de Monconduit, ses relations avec sa défense, mais aussi avec son milieu. Ça, c'est une trouvaille de Laurent Batles. De l'utiliser comme il l'a fait, c'est une trouvaille de Laurent Batles. Et là aussi, on peut le féliciter dans la mesure où il prend des risques alors que sa situation est des plus instables. Le risque qu'il a pris contre Annecy notamment, alors qu'il devait absolument gagner, peut-être être un peu plus justement pas prendre trop de risques parce que son poste aurait été là très 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 fortement menacé. Et ben malgré tout, il a pris des risques, il a utilisé ce nouveau système avec un Monconduit couteau suisse vraiment très 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 intéressant. Il fallait le trouver, bravo à lui et les résultats lui donnent raison, donc c'est parfait pour Laurent Batles, qu'on peut que féliciter. C'est clair que dans ce positionnement-là qu'a Monconduit, c'est une relation. En fait, il fait un peu ce lien entre cette défense de 3 et son milieu, en fait. C'est lui qui est vraiment sur cette rampe de lancement de toutes nos attaques, en fait. C'est souvent que le ballon passe par lui pour essayer de distribuer des deux côtés, que ça soit sur les côtés ou que ça soit dans l'axe. C'est souvent lui qui a ce rôle de plaque tournante entre cette défense et ce milieu. C'est un rôle, comme tu dis Albert, c'est un rôle très louable qui a ce risque qu'a pu prendre Batles, c'est quand même très louable de sa part parce que c'est un risque quand même assez important. Et voilà, non, mais c'est clair que Monconduit a fait un sacré match et c'est pas le premier. Et franchement, concernant Monconduit, j'avais eu l'occasion de le dire. Son retour après blessure m'avait fortement décontenancé parce que ses prestations n'étaient pas à la hauteur. Ouais. Enfin, c'était clair. Et depuis 2 matchs, il est de nouveau opérationnel, de nouveau performant. Et c'est véritablement une grande surprise, et pourvu que ça dure. Mais Loris parlait tout à l'heure, cette relation du milieu est aussi super intéressante. Bouchoirie, notamment en première mi-temps, même si en deuxième mi-temps il s'est un peu plus éteint, en première mi-temps il a rayonné, il trouvait tout le temps les décalages. Après, on n'a peut-être pas su les utiliser de la meilleure des façons, mais vraiment son timing de passe, sa technique, mais nous fait beaucoup de bien au milieu de terrain. Et j'ai trouvé aussi la rentrée de Victor Lobry dans un rôle un peu plus défensif que d'habitude, mais malgré ce rôle-là, je l'ai trouvé très intéressant aussi, parce qu'il a la technique pour le faire.
et il l'a démontré contre Dijon, faible, je veux bien le reconnaître, mais vraiment ces trois-là, je pense qu'ils méritent d'être reconduits contre Nîmes. Après, bon, on en parlera après, mais voilà, c'est le match de l'Aubry, plus celui de Bouchoirie en première mi-temps, et les relations avec Monconduit, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu pendant au moins les 60-70 minutes qu'ils ont joué ensemble. C'est clair. Et puis en plus du coup, Victor, tu disais bien par rapport à Victor Lobry, son entrée, elle a été défensive, mais son apport aussi offensif sur ces fameuses courses, parce que c'est quelqu'un qui se projette énormément. On a pu le voir sur le but de Charbonnier contre Sochaux, c'était cette fameuse course vers l'avant où il vient pour aider son attaque. Et ben ça, il l'a bien refait encore contre Dijon. Malgré tout, il aime se projeter vers l'avant tout en étant un élément défensif vraiment intéressant. Il a cette double casquette du milieu box-to-box de ces années-là. Vraiment, c'est ça que j'ai trouvé intéressant, dans la mesure où jusqu'à maintenant, Laurent Batles l'utilisait surtout sur un côté. Le côté droit, eh ben, oui, il est moins intéressant, alors que hier, il a été utilisé, il a eu plus de liberté de mouvement, plus de liberté pour s'organiser, plus de liberté pour jouer, et il a été super intéressant à ce poste-là. Donc, il a, à mon sens, bien suppléé Mouefek quand il a fallu le remplacer, alors que c'était pas évident. D'ailleurs, je pense qu'on peut dire aussi quelques mots sur Mouefek, parce qu'encore une blessure, c'est vraiment navrant, enfin c'est rageant pour un joueur qui est en train d'être, pas plus que d'exploser, mais était devenu un titulaire indiscutable, une puissance qui nous aide énormément de bien. Encore une blessure qui va le freiner quelque temps. J'espère que ce sera la dernière. Albert, moi, donc aux dernières nouvelles, ce qui a été dit par Laurent Batles, c'est que selon lui, il y avait une gêne au niveau des ischios et que le coach ne veut, comme il a été souvent dit, c'est que le club ne veut plus prendre de risques avec Mouefek. C'est-à-dire qu'à la moindre gêne physique, si on sent que ça peut être quelque chose qui peut vraiment le blesser, eh ben, ils le sortiront. Là, il a été pris le risque de le faire sortir parce que on ne veut pas le perdre pour 3-4 semaines. Tellement c'est devenu un joueur important. Je pense que Laurent Batles a fait un choix important de le faire sortir. Choix qui, au final, n'a pas vraiment impacté la rencontre. Il a gagné 2-0. Ça a été bon, la victoire est là. Mais vraiment, oui, sur ce route du milieu de terrain, il a été intéressant. Notamment, je vais parler de Monconduit, mais Monconduit, vraiment, il a un rôle qui a été central. Et on l'a vu des fois, il venait couvrir aussi, aider la défense. Il a fait ses allers-retours. Tantôt, on l'a vu des fois monter plus en première mi-temps. On le voit monter, il a tenté 2-3 frappes. Je me souviens face au Cop Nord. Et après, il a eu un rôle beaucoup plus défensif en deuxième mi-temps où on le voyait vraiment revenir. Je vois un moment, il revient, il coupe une course. Et après, il se fait tamponner. D'ailleurs, il se fait tamponner assez fortement. Limite, il s'est fait sécher à ce moment-là. Donc, un rôle vraiment de box-to-box. Donc, le mec, il n'a pas ménagé, encore une fois, ses efforts. Un gros match de Monconduit, encore une fois. Ces fameux matchs, on pourrait dire un peu match dans l'ombre, mais pas tant que ça, parce que beaucoup l'ont salué, mais il a fait un travail aussi énorme. C'est sûr, et puis même on peut même parler aussi de la rentrée de Wadji. Alors il fait pas de stats sur le papier, il fait pas de stats, mais dans l'envie et dans la course, c'est ce Wadji là que je. Alors oui, tu me fais cette tête, Loris, mais pour moi, alors je. Ouais, il est encore trop brouillon, et c'est ça qui est vraiment dommage. Il est ultra brouillon. Par contre, question. Carton rouge ou pas? À un moment, quand il s'échappe en duel en deuxième mi-temps? De la tribune, je dis 100 fois carton rouge. Après, j'ai pas revu. De là où j'étais, effectivement, pareil, il était passé. Il est passé. Il était passé et il me semblait que il allait filer, qu'il était en train de prendre le dessus et qu'il n'est pas tombé par hasard. De toute façon, c'est juste voilà. Donc c'est le dernier défenseur dans tous les cas. Donc oui, voilà, c'est pour ça que je dis carton rouge. Par contre, l'arbitre a jugé que c'était simulation. Tu vois. Oui, tu vois, au moment, moi je suis vraiment en plus, j'étais à Henri Point et j'étais juste dans la perpendiculaire, en face de moi, et on voit bien l'arbitre, il dit de se lever, dire arrête de me prendre pour un imbécile.
bon, il était peut-être plus proche de nous, donc il a peut-être vu des choses que nous, on n'a pas vues, mais sur le coup, ça nous a semblé vraiment rageant, alors qu'il était, semble-t-il, à prendre le dessus. Donc voilà, sincèrement, match que je dirais pas abouti, parce que, encore une fois, le niveau de Dijon ne nous permet pas de le dire, mais victoire largement méritée, avec des hommes qui ont joué à des postes peut-être nouveaux, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une victoire aboutie. Je voudrais quand même dire aussi quelques mots sur Jean-Pierre, n'importe quoi. Crasso, excusez-moi, Jean-Philippe Crasso, parce que voilà, il est le capitaine de l'équipe. Je l'ai trouvé depuis plusieurs matchs d'ailleurs. Il était d'ailleurs, rappelez-vous, remplaçant contre Caen en début de saison, et il semble-t-il, c'était le poste qui lui semble qui devait lui être promis. Enfin, en tout cas, il n'était rentré plus trop dans les plans de Laurent Batles. Il s'impose à nouveau. Il a une attitude super positive pour un joueur qui va partir dans 6 mois. Est-ce que vous pensez qu'on doit faire le nécessaire, qu'on doit faire le maximum pour le prolonger au vu de ses récentes prestations? Est-ce qu'on peut trouver mieux? C'est ça la vraie question. C'est surtout que Crasso, aujourd'hui, au-delà de l'aspect de l'envie ou quoi que ce soit, parce que ça, c'est des termes que c'est assez compliqué à parler. Je sais pas s'il est investi ou pas. En tout cas, c'est sur le terrain, c'est que le mec. Il semble, en tout cas sur le terrain. Ouais, voilà, mais techniquement, il est au-dessus du lot. Enfin, un joueur comme ça ne se trouve pas, ça se trouve pas n'importe où. C'est le leader technique, c'est-à-dire que sans lui, c'est pas possible en fait. On peut parler de Briançon, par exemple. Sans Briançon, ça n'existe quoi. Sans Crasso, je suis pas sûr que c'est le même Saint-Etienne. Et on l'a vu, il a essayé une fois de le mettre remplaçant, 2 fois il me semble. Oui, c'est ça. C'est plus la même équipe. Rappelez-vous son déboulé côté gauche en deuxième mi-temps, où il est sur le point de perdre au moins 2 fois le ballon. S'il n'avait pas eu l'envie, il ne serait jamais battu pour le gagner, ou en tout cas pour éviter de le perdre. Et son centre était quasiment parfait. Techniquement et la qualité du joueur, en fait. Au-delà de l'envie, c'est surtout il a des qualités qui sont. C'est difficile de trouver, quoi. Franchement, honnêtement. Et moi, il me demande le même salaire que Briançon, ou le même salaire, je sais pas qui touche le plus, hein, mais je lui donne. Je lui donne parce qu'il est largement. Et je pense que Saint-Etienne, moi, je pense, honnêtement, dans sa tête, c'est qu'il a 26 ans. Est-ce qu'il tente d'aller en Ligue 1 au risque de ne pas s'imposer, ou est-ce que Saint-Etienne, si on se maintient, lui promet une place de jouer les premiers rôles en Ligue 2 la saison prochaine? Je suis pas sûr que le choix soit arrêté. Pour moi, en tout cas, je pense pas que le choix soit arrêté. Non, alors pour le coup, le choix pour Crasso, il n'a pas encore été fait. De ce qui se dit, parce qu'il y a des articles qui étaient sortis avant le match comme quoi il ne serait pas encore fermé à la prolongation. Quand ce genre d'article sort, c'est que généralement, il n'y a pas beaucoup de clubs qui doivent se jeter pour Crasso. Donc aussi l'intérêt de Crasso de se dire, est-ce que je ne me retrouverai pas sans club à la fin de mon contrat? Non, je crois pas. Donc est-ce que justement le fait de se dire on peut être encore ouvert, ça peut se dire j'ai pas beaucoup de clubs où les offres ne me sont pas satisfaisantes, et le club, pour moi, le club a tout intérêt même à sortir, parce qu'on a fait quand même sortir 2 joueurs à gros salaire, Valencia et Gabriel Silva. Est-ce que peut-être une partie de leur salaire là, que tu as libéré, tu peux peut-être le donner à Crasso? Parce qu'un joueur comme ça, qui en plus 11 buts, ça faisait quand même depuis Wabi Kazri, qui a, je crois, 2018-2019, qu'on n'avait pas eu un attaquant qui avait marqué plus de 10 buts. C'est pas le même niveau. Mais donc, par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est un joueur, il est devenu père, papa il y a très récemment, donc ça change quand même la donne pour un homme, et pour que quand tu deviens père, tu as forcément des responsabilités et donc une image à donner. D'ailleurs, il l'a dit contre. Pardon?
Et tu en sais quelque chose pour comparer à nous. Ouais, c'est clair. Mais non, en tout cas, moi j'adore son attitude. Ouais, depuis 2-3 matchs, j'adore son attitude. Depuis les 2 derniers matchs en tout cas, j'adore son attitude. Je veux la féliciter parce que c'est quelqu'un qui pourrait très bien lâcher, aurait très bien pu lâcher et dire moi je me barre dans 6 mois, de toute façon ça me concerne plus, démerdez-vous. Et c'est pas le cas. Et c'est ce que je voulais souligner ce soir. Mais juste, tu conclus. Après, on passera du coup au duel. Juste, il y a aussi la situation aussi de Arnaud Nordin l'année dernière. Qui lui, Arnaud Nordin, à 6 mois de la fin de son contrat, avait déjà signé son contrat avec Montpellier alors qu'on jouait la survie de la Saint-Etienne en Ligue 1. Aussi. À la différence d'un certain Crasso. C'est sûr. Après, du coup, moi, je vais juste vous poser une petite question que vous pourrez répondre rapidement. Pour revenir sur cette fameuse défense, est-ce que pour vous, la victoire qu'on a eue contre Dijon, elle vient principalement par cette stabilité défensive qu'on a eue et ce travail de Monconduit, ou alors ça vient d'autre chose? Ouais, elle est vraiment collective là. Enfin, on n'a pas fait le duel encore, mais elle est. C'est tactique. C'est une victoire tactique. C'est une victoire. Bon. Pour faire le duel avant, mais on va dire que. Je reviendrai à ce que j'ai dit tout à l'heure, la gestion temps fort, temps faible. Primordial. C'est la base dans le foot, hein, si chaque équipe doit se faire. Mais elle a été très très bien gérée. Donc je pense que c'est la grosse performance, on va dire, d'hier qui a permis la victoire pour moi. Très bien. Bon, on va passer au duel, messieurs. C'est comme on dit, l'heure du duel. Une question avec du coup, est-ce que c'est une vraie victoire collective, ce 2-0 contre Dijon? Oui ou non? Alors, pour incarner le non, nous avons l'avocat du diable, comme on dit. On a Melvin. C'est pour moi. Qui défendra le non. On a le oui. Je vais me faire la partie, on va dire, la partie de la défense, c'est-à-dire oui, c'est une victoire collective. Et on va dire en décideur, arbitre, on a Loris et Albert qui viendront sans doute compléter leur avis. Et on va se donner à peu près 1 minute chacun pour donner nos arguments. Donc, si jamais, Albert, tu couperas, tu couperas dès que ce sera fini. Je vais quand même donner d'abord ce que l'avocat du diable commence. Je te laisse la main. Je commence du coup. Allez, vas-y, tu peux y aller. Alors, je vais tout de suite mettre les choses au clair. C'est une victoire complètement grâce à des individualités, grâce à Crasso, qui fait quand même une passe D et un but. Donc, sans lui, je pense qu'on n'est rien. Maintenant, au niveau individualité, on peut mettre la performance XXL de Monconduit au milieu, la performance des 3 défenseurs individuellement ont été chacun bons, et notre gardien qui nous fait quelques petits arrêts. Mais vraiment, si je peux ressortir 3 joueurs, on va dire Crasso, Monconduit et So. C'est individuellement les 3 qui ont réussi à faire maintenir cette équipe et à aller vers la victoire. Je pense que c'est pas encore une victoire complètement collective parce que on peut voir que Nkunku et Caffaron étaient et tu termines ta phrase, c'est bon ? Invisibles, donc ouais. C'est tout pour moi. Parfait. À toi, Bastien. Vas-y. Ok. Alors, c'est une victoire avant tout collective parce que quand on arrive à marquer déjà un but, et surtout c'est un but dans le jeu, et un but avec beaucoup de passes, on voit Petro sauve le ballon, et après il y a une déviation de Charbonnet, et après c'est une frappe de Crasso. Tout amène au collectif. La défense, c'est le collectif. C'est Apia, So et Petro, ils arrivent à se tenir entre eux. C'est le fait d'avoir été 4 au milieu de terrain, c'est de savoir se soutenir. On a été comme ça en deuxième mi-temps. Tenir un score, c'est avant tout un esprit collectif. Et il n'y a pas même si on aurait pu très bien s'écrouler avec les blessures de Mouefek et de Charbonnier, on a tenu. Parce qu'il y a quelque chose, il y a un collectif, il y a un lien, il y a quelque chose de psychologique en fait qui s'est fait. C'est pas quelque chose non plus peut-être très, très technique avec une équipe de Dijon qui était très faible, mais c'était plus un lien psychique, une solidarité. Et c'est quelque chose
même les Magic l'ont dit, ils ont mouillé le maillot, ils se sont battus pour le maillot, tous. Et ils se sont battus pour tous, en fait. C'était un pour tous et tous pour un, en fait, le collectif. Terminé, bien. Merci, Bastien. Si je peux rajouter genre une petite phrase, juste une petite phrase, quand même, pour dire que c'est individuel, quand même, la sortie de Charbonnier et celle de Mouefek a quand même montré que sans ces deux individualités-là, au milieu, on a eu un peu plus de mal avec la sortie de Mouefek, et devant, Crasso a eu un peu plus de mal à combiner avec Wadji que combiner avec Charbonnier. Donc voilà. Je dirais juste une chose, on marque le deuxième but alors que Mouefek et Charbonnier sont sortis. Le deuxième but est marqué parce c'est de la réussite. qu'ils sont sortis. Je reviens, c'est de la réussite. Hein. C'est pas de la réussite, c'est du collectif, c'est du travail. Alors, a priori, hein, on peut que remercier Melvin de s'être prêté à ce duel avec un avis où il part vraiment, à mon sens, tu pars vraiment de trop loin. À mon avis, je pense que cette victoire et celle contre Annecy sont avant tout des victoires tactiques, des victoires que l'on peut aussi beaucoup attribuer au travail et aux décisions de Laurent Batles, parce que son système, c'est lui. La décision de faire reculer Monconduit, c'est lui. Et c'est devenu, non pas une machine de guerre, mais en tout cas un système qui compte évidemment beaucoup sur des individualités. Le foot, ce sont aussi des individualités, c'est vrai. Mais aujourd'hui, sur ces deux matchs, c'est le système qui s'est exprimé, c'est le système qui a été mis en avant et c'est le système qui a gagné, à mon sens. Après, Laurie, je ne sais pas ce que tu en penses, mais à mon sens, je le vois plutôt comme ça. Je pense qu'à partir du moment où on dit qu'une victoire est individuelle et qu'on arrive à sortir 6 ou 8 joueurs de bons sur un terrain alors qu'on est 11, c'est qu'on ne maîtrise pas trop son sujet. Voilà. Il partait de loin aussi. Non, il partait trop loin. Après, je peux dire qu'elle est individuelle grâce à Batles. Hein. Parce que Albert vient de me faire une passe D. On est sur une individualité Batles. Batles, il a des joueurs qui travaillent. Merci à Batles. Je dirais merci à Batles alors. Il nous a trouvé tous les joueurs présents sur le terrain et nous a dit que c'était une victoire individuelle. Non, c'est pas mal. Non, mais en vrai. Pas tous sur le terrain non plus. Hein. Mouefek, Charbonnier. Ouais, c'était couru d'avance. Vraiment, en parlant d'individualité, on peut aussi. Je pense qu'il y a toujours des bémols. Et c'est la projection de nos latéraux qui ont été vraiment en difficulté contre Dijon, qui nous a. Moins en évidence que contre Annecy, c'est vrai, tu as raison. Beaucoup moins. Ouais, parce que. Après, est-ce que c'était voulu ou non, je sais pas. Mais en tout cas, Nkunku, pour citer que lui, hein, a eu beaucoup de mal à passer son vis-à-vis sur le côté gauche, qui a été difficile parce que plusieurs fois il aurait pu centrer, plusieurs fois il aurait pu amener du danger, tout simplement. Cafaro l'a mieux fait quand même, surtout en première mi-temps, ce qui nous a permis d'amener du danger. Or là, et heureusement on est tombé contre une équipe de Dijon assez faible parce qu'on passait que dans l'axe. J'aurais été l'entraîneur de Dijon, la deuxième mi-temps, je pense que j'aurais rajouté une personne au milieu et je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile pour nous, surtout s'il avait rajouté un profil de récupérateur. Je pense qu'on aurait été encore beaucoup plus en difficulté que ça. Il ne l'a pas fait, heureusement, mais ouais, c'est vrai que nos latéraux n'ont pas assez amené. Et puis on parlait tout à l'heure, c'était Melvin, je crois, qui a dit que Crasso avait beaucoup moins joué avec Wadji qu'avec Charbonnier. La relation technique n'est pas la même, hein, forcément. C'est beaucoup plus difficile de jouer avec Wadji parce qu'il y a toujours le 1, mais il n'y aura jamais le 2, dans tous les cas. Donc, c'est pas faux. Charbonnier aussi. Donc, on peut voir même, c'est simple. Hein, j'ai pas les statistiques, mais j'aimerais bien mettre en lumière quand Crasso et Wadji jouent ensemble, le nombre de passes qui se font. Qui doit se compter sur les doigts d'une main, je pense. Ou 2, vraiment en étant très optimiste, alors qu'avec Charbonnier, ils essayent de se trouver un maximum, quoi. Sur le match là, je vois 2 ou 3 occasions où Crasso essaye de lancer Wadji, mais c'est jamais dans le bon tempo. Alors,
est-ce que c'est la faute de Crasso qui lance mal ou Wadji qui n'arrive pas à se démarquer? Je pense, moi, plutôt que c'est quand même Wadji qui n'arrive pas à offrir de bonnes solutions, sur ce match-là, en tout cas. Hein. Et évidemment, bon, la relation Wadji-Crasso ou Crasso-Wadji, comme vous voulez, elle est moins performante que celle qui est en train de naître entre Charbonnier et Crasso, en espérant effectivement que Charbonnier, sa blessure ne soit pas si grave que ça, parce que il va nous manquer. Il va nous manquer au vu déjà de ses 3 buts et au vu de l'animation et de la grinta qu'il a apporté depuis son arrivée. Oui, ça va nous manquer, c'est clair. C'est clair. Mais je pense honnêtement que justement, on va donner malgré tout le point à Bastien en disant que Melvin s'est bien rattrapé, en disant que c'était une victoire individuelle de Batless, si on peut l'exprimer ainsi. Ouais. Après, on verra contre Nîmes si c'est vraiment collectif ou pas, hein, parce que là aussi, à Nîmes, ce sera un bon révélateur à l'extérieur. Ah oui, bah, c'est clair. Et là, je pourrais revenir à la charge en disant que merci Batless. Mais bon, sinon, pourquoi aussi Nkunku et Cafaro ont été moins bien trouvés? Je pense qu'aussi la défense à 5 de Dijon a permis. Oui, parce que c'était une défense à 5, Loris. Ouais, effectivement. J'ai le papier sous les yeux. Non, J'ai bien une effectivement. défense à 5. Et je pense que ça, contre Annecy, c'était une défense à 4 où c'était une défense qui avançait énormément, qui était beaucoup plus poussée vers l'attaque. Alors que là, Dijon, c'était vraiment un bloc bas et un bloc à 5 derrière. Et je pense que c'est ça qui a eu plus de mal Nkunku à faire des différences que Cafaro. Ouais. Dis-moi, l'ours. Bah écoute, non, mais t'as fait une parfaite conclusion, c'est pour ça. Du coup, messieurs, on va passer quand même tout de même à l'avant-match. Nîmes-Saint-Étienne, lundi 18 février à 20h45 sur Beansport. Ça va être le gros test un petit peu. Le match à l'extérieur face à un Nîmes 17e de Ligue 2. Albert, un petit historique de la rencontre. Ok, pas de souci. Alors, juste pour dire que Nîmes, c'est surtout un club qui a connu son âge d'or dans les années 70, sous la direction d'un entraîneur mythique. Il s'appelle Kader Firoud. Il a d'ailleurs été élu meilleur entraîneur français en 1972 et qui est toujours, à l'heure d'aujourd'hui, l'entraîneur qui a dirigé le plus de matchs en D1 derrière Giroud. Et donc avec lequel le club gardois a été 4 fois vice-champion de France. Bon, et c'est en plus un ancien de la Maison Verte, puisqu'il a joué à la SS de 1945 à 1949. Mais bon, depuis le début des années 80 et 90, le club a vraiment beaucoup perdu sa superbe et il navigue entre la L1 et le national. Saint-Étienne-Nîmes, en termes de confrontation, c'est 93 matchs, 44 victoires, 26 nuls et 23 défaites. En 13 matchs, 6 victoires, 5 nuls, 2 défaites. Donc ce sont des résultats qui sont globalement à l'avantage des Stéphanois. Les Verts sont invaincus depuis 5 matchs au Stade des Costières. Leur dernière défaite remonte au 32e de finale de la Coupe de France en 2005, 3-2. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et ils menaient pourtant 2-0 après 7 minutes de jeu, un doublé de Frédéric Piquonne. Et parmi les... Oui. Si je peux juste faire une précision, on ne sera pas au Stade des Costières. Donc du coup... Je précise juste ça comme ça pour expliquer que voilà, on sera dans un stade fait pour l'occasion, vu qu'ils sont en train de changer de stade, ils vont raser les Costières et en refaire un, donc du coup on est dans un stade préconstruit juste pour l'occasion. D'accord. Oui. La pelouse comment de ce stade là elle est pas si mal que ça. Après je me rappelle, je l'ai pas vu récemment, mais je crois qu'elle est pas si mal que ça. Ça peut avoir son importance aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Aller se déplacer dans des stades, des stades comme ça. Ouais. Comme à Niort par exemple. Pelouse compliquée, un peu hostile, un peu comme à la façon de Bastia ou des choses comme ça, avec des terrains compliqués, qui va jouer Nîmes aussi sur la Grinta, tout ça, c'est difficile, surtout que nous on a une équipe quand même assez joueuse, donc tu mets Bouchoirie aussi là-bas, c'est compliqué, surtout avec un terrain pas facile, ça peut avoir beaucoup d'importance. À voir. Parmi les joueurs qui ont évolué dans les deux clubs, on peut citer, pour les plus anciens d'entre nous, le gardien Pierre Bernard, international français, champion de France avec l'ASS en 63 et 67. Laurent Blanc, bien sûr, champion du monde. Un peu plus ancien, Ivan Beck, yougoslave, naturalisé français,
qui a joué la demi-finale de la Coupe du Monde en 1930 avec la Yougoslavie et qui est le premier Stéphanois sélectionné avec la France en 1935 et à mon sens un des 5 meilleurs joueurs de l'histoire des Verts. On peut également citer Christophe Galtier qui a été joueur dans le Gard 94-95 et plus proche de nous Denis Bouanga. Deux joueurs de l'effectif actuel sont passés par Nîmes, notre capitaine Anthony Briançon et la recrue Lavine Pomba. Si on peut citer les 3 matchs entre Saint-Étienne et Nîmes, j'en retiendrai donc effectivement 3 qui ont été marquants à cause des scénarios proposés. Le premier, c'est un très mauvais souvenir pour nous parce qu'il s'agit d'un match qu'on a joué le 4 mai 1976, soit une semaine avant la Coupe d'Europe des clubs champions contre le Bayern Munich. On a joué un match en retard contre Nîmes à Geoffroy Guichard et justement le Kader Firoud, l'entraîneur nîmois, avait demandé à ses joueurs de mettre le pied, escomptant sur le fait que les Stéphanois se réserveraient pour la finale. Les Verts ont gagné 5-2, mais à cause d'attentats, parce que c'est le terme, ils perdent 2 titulaires indiscutables qui ne pourront pas être remis pour cette finale. Le regretté Gérard Farison, que je considère comme le meilleur arrière-gauche de l'histoire de la SS, et le milieu Christian Sinagel, le Marco Verratti stéphanois. L'absence de ces 2 joueurs incontournables nous a peut-être coûté le match contre le Bayern de Munich une semaine plus tard. Le deuxième match, là aussi, c'est un match qui a eu un scénario intéressant. C'était le 7 décembre 1991, 1-1. Donc, plus que le score, c'est l'histoire de ce match qui est resté dans les mémoires. Rappelez-vous, Stéphanois Sylvain Castelneuch a asticoté le Nîmois Eric Cantona, avec pour objectif de le sortir de son match. Objectif rempli à 100%, même au-delà des espérances, puisque Cantona a pété les plombs, s'est fait expulser. Il s'agit du dernier match du King avec une équipe française sur le sol français, car suite à ses débordements, il avait décidé de prendre sa retraite après cette prestation désastreuse. Heureusement pour lui, il s'est ravisé et pour aller jouer en Angleterre avec la carrière qu'on lui connaît. Dernier match que je peux citer, on l'a tous en mémoire, le 4 avril 2020, match capital pour le maintien en Ligue 1, que remporte la SS 2-0 grâce à 2 très beaux buts de Wabi Kazri et Denis Bouanga. Mais là encore, ce n'est pas le résultat que nous retiendrons, mais la très belle histoire de l'éclosion du gardien Étienne Green, 4e gardien en début de saison, qui en raison des absences et des blessures, Ruffier, pour les raisons qu'on connaît, Jessie Moulin et Stéphane Bajic blessés. Et que pour sa première en vert, Green a crevé l'écran, il a même arrêté un penalty en fin de match. Une histoire presque trop belle pour être vraie. Voilà, donc 3 petits matchs intéressants. Oui. Pardon ? Et quelle éclosion! C'est ça vraiment. Et oui, c'est une très belle histoire, mais bon, aujourd'hui, c'est une toute autre histoire qui nous attend à Nîmes samedi. C'est de ce dont nous allons parler maintenant entre nous. Si je peux juste faire une précision avant que tu y vas, Bastien. Donc, du coup, ce sera le stade des Antonins. Un stade qui a été construit en 2022 pour accueillir de 2022 à 2026 le Nîmes Olympique jusqu'à son nouveau stade. C'est un stade qui peut accueillir 8000 places à peu près. Donc c'est un petit stade avec un terrain dont je viens de regarder quelques photos qui ne va pas faire plaisir à Loris. Je n'en dirai pas plus. Il découvrira ça lundi très rapidement. Donc en fait, on va jouer, là aussi ça a son importance, on va jouer dans un stade. C'est lundi qu'on joue, effectivement, tu as raison. 8 places et en plus Saint-Étienne-Nîmes, c'est pas très loin pour ceux qui sont de Saint-Étienne, non, c'est 3 heures. 3 heures. Ouais, je voyais qu'il y avait beaucoup de monde qui voulait faire le déplacement, 8000 places, donc ça veut dire que le parquage de Saint-Étienne va être petit, parce que normalement c'est 10% du stade, donc... je pourrais pas te dire, là j'ai pas les infos sous les yeux, mais oui, à mon avis, le parquage va pas être grand. Après, on va dire que peut-être que le stade entier sera peut-être vert. Écoute, et les Nîmois aussi. Je vais tout de même faire un petit rapport de forme sur notre adversaire, le Nîmes Olympique, qui pareil, dans une situation, c'est pas forcément la meilleure pour eux. C'est 17e de Ligue 2, donc actuellement relégable. Ils sont juste derrière nous. Ils ont été donc tenus en échec samedi soir face à Rodez, 1-1. Le Nîmes Olympique, c'est 23 buts marqués seulement sur
et c'est 34 buts encaissés. À domicile, c'est pas une forme non plus extraordinaire, même pas 50%, 45% seulement de victoires à domicile, 5 victoires seulement. La forme récente des Nîmois sur les 5 derniers matchs, c'est un nul, 2 défaites et 2 victoires. Donc c'est une équipe qui est à peu près dans la même forme que nous, on va dire pas très, plutôt similaire. Et là, messieurs, est-ce qu'il faut craindre quand même ce Nîmes olympique? C'est très faible. Oui. Allez-y. Ouais, c'est très faible. Je sais pas si vous vous rappelez du match aller de Nîmes, mais c'est faible, quoi. En plus, comment je peux dire? Après, voilà, faut se méfier. Mais si on joue notre jeu avec les joueurs qu'on a actuellement, je vois pas pourquoi on aurait peur de Nîmes, quoi. Moi, ce qui me fait plus peur, c'est les aléas du match, plutôt que ce soit le terrain, l'ambiance ou quoi que ce soit qui peut faire que. C'est ce que j'allais dire. C'est que Nîmes, c'est aussi un coupe-gorge. C'est aussi un coupe-gorge, comme à Bastia. Mais Nîmes a des problèmes avec leurs supporters. Que, si je dis pas de bêtises, les supporters en veulent beaucoup au président. C'est ça. Qui ont un président qui est hors sol. On connaît ça. Qui n'est pas du tout apprécié comme chez nous. Ça nous rappelle un petit peu quelque chose. Donc là, c'est assez tendu, on va dire. Un peu comme nous avec nos présidents. Enfin, notre président. Après, voilà, c'est ça. C'est que il y a juste ça, moi, qui pourrait me déranger et qui pourrait faire que ça change le cours du match. Mais les joueurs en tant que tels de Nîmes, c'est même heureux aussi qu'on ne gagne pas l'aller, quoi. Parce que. Eh ben, j'avouerais que moi, je suis pas aussi. Je dirais pas comme ça, parce qu'ils ont fait un recrutement avec. Ils sont allés chercher Lys Mousset. Lys Mousset qui a fait son premier match ce week-end avec Nîmes. Alors oui, tu hausses les sourcils, mais c'est un attaquant qui, si il est en confiance, peut planter. J'aime beaucoup aussi le fils de Pagis, qui m'a fait forte impression sur les derniers matchs que j'ai pu voir de Nîmes. Donc c'est pas non plus, ça va pas être une équipe facile à jouer. Ça met de l'engagement. Alors ils ont perdu, ils ont perdu au milieu du terrain Fomba, qui était vraiment leur maître à jouer au niveau de l'engagement. Mais clairement ils ont pas perdu parce qu'ils ont récupéré Lopi de Sochaux, si je me trompe pas. Oui, qui met de l'engagement, et après devant c'est pas des peintres non plus qu'ils ont. Ils ont perdu Benraou aussi. Ils ont perdu Benraou qu'ils ont remplacé par Mousset. Il y a Benezé qui est là. Pas le même joueur. Oui, c'est pas le même joueur, ça je suis d'accord avec toi. Mais un neuf, Benraou, c'est un profil qui est capable de mettre de la rapidité et qui dribble beaucoup. C'est pas du tout le même joueur. Ça, je suis d'accord. Benraou qui était leur meilleur joueur déjà à l'aller. Si on parlait d'un joueur en particulier, c'était Benraou. Mais ouais. Après Fomba, moi pour parler juste, faire une petite aparté avec Fomba, quand on parle que c'est un joueur qui met de l'impact, de ce que je vois à chaque fois de lui, c'est pas un joueur qui met de l'impact. Moi, ça me saute pas tout. Pas impressionnant. T'as raison. Pas impressionnant. Oui. En fait, c'est un joueur qui est capable de se démarquer, qui a une bonne vision de jeu, mais c'est pas le mec qui va mettre l'impact au milieu. Il est grand, ça c'est sûr, mais. Ouais, mais je suis d'accord. J'ai pas noté non plus un physique impressionnant pour mettre de l'engagement. D'ailleurs, la question que je peux vous poser, et à laquelle on peut peut-être répondre, c'est avec quel joueur on va y aller? Parce que si on peut considérer que Charbonnier et Mouefek sont blessés, est-ce qu'ils seront remplacés poste pour poste par Wadji et Lobry, ou justement, est-ce que Fomba va être titularisé, à votre avis? Pour le coup, Mouefek, c'est dans l'hypothèse où il serait out. Alors après, je suis pas sûr qu'il serait peut-être out. Peut-être que Batles va peut-être prendre le risque de le prendre, mais je pense que oui, Lobry sera peut-être titulaire. Bon, après, ça j'ai plutôt tendance à penser que ce sera Lobry titulaire. Et pour Charbonnier, par contre, là, oui, si, je pense qu'il sera out. Donc, dans l'optique, Ibrahim Aouadji formera le duo d'attaque avec Jean-Philippe Crasso, avec peut-être l'idée que Nîmes va peut-être
Ah, Kader Bamba, mais il sera peut-être pas suffisamment remis encore. Ah, il ouais, a je pas suis pas fait. revenu encore. Il a pas remis. Il a pas repris. Oui, vas-y. Il a pas repris l'entraînement collectif encore avec les joueurs en fin de semaine dernière. Il reprend cette semaine et il n'y a pas de raison, peut-être que ça peut le faire. C'est possible, mais après, il a pas. Oui. Est-ce qu'il a le profil aussi pour jouer à 2 pointes avec Crasso qui joue déjà assez reculé? Bamba, c'est un profil plus dribbleur. À ce moment-là, je verrais plus Cafaro aux côtés de Crasso et Bamba sur un côté. Non, pas possible. Parce que Bamba, je le vois moins. Ah non, mais Cafaro est suspendu contre Nîmes. Ah oui, voilà. Donc on peut pas le voir. Donc vaut mieux qu'on ait Bamba alors pour suppléer Cafaro. Et alors devant, ça sera Wadji et pas plus. Bamba à la place de Cafaro en piston. C'était pas le poste qu'il a eu sur le match où il se blesse contre. Oui, c'est vrai, t'as raison. Il était titulaire à ce poste-là. Hein. Ah, il joue en 2 Saint-Étienne. Non. Contre Annecy. Ah oui, il joue. Non, pas contre Annecy, avant. Contre Sochaux, quand il se blesse. Oui, t'as raison. Il joue à 4 et il joue. Mais après, il joue. Oui, après, je pense que il peut jouer piston. Pour moi, Bamba peut plus jouer piston que. De toute façon, tu veux mettre qui à la place? Vas-y. Mettre Briançon. Briançon. Ah oui, mais Briançon, s'il joue, Briançon à la place de qui? À la place de qui? So ou Petro? Petro, pas So. Non, parce qu'en fait, si Briançon revient, il fait décaler Apia piston droit. Pas con. Bien. Parce que le problème, c'est que Petro, il est gaucher et Briançon est droitier. Hein. Et donc, si Briançon rentre, c'est à la place de So, ou alors c'est So qui bascule à gauche. Non, parce qu'il prend la place à Apia, il jouait déjà sur le côté droit, Apia. Oui, du coup, oui, à ce moment-là. Mais est-ce que Apia a les capacités pour être piston ? Non. Parce que Apia, ça commence quand même à être assez vieux. Est-ce qu'il a les capacités pour effectuer ses longues courses et être offensif et défensif? Et est-ce qu'il a les qualités offensives? Ah, je l'ai trouvé, moi. Franchement, j'ai trouvé que avec lui, on a vu beaucoup plus de centres qu'avec Namri, par exemple. Hein. Ça, c'est sûr. Moi, je vois bien. Ou alors à ce moment-là, moi, je vois bien si Briançon revient, il va le remettre dans l'axe. Il ne le refoutra pas à droite. Et il refoutra peut-être plutôt So à droite. Et comme tu as dit, Loris, Apia, il passera piston à la place de Cafaro. Je vois plus dans cette optique-là de mettre Briançon vraiment dans l'axe et avec Seydou So et de le faire encadrer par Seydou So et Apia. Enfin, Seydou So sera encadré par Apia et Briançon. Alors, le souci dans cette configuration, alors ce sera peut-être certainement la configuration qui sera mise en place. Le souci, c'est que, comme le disait Loris tout à l'heure, So est plus replié et par sa vitesse peut couper à droite ou à gauche et Briançon n'a pas cette vitesse. Ça, c'est un de ses gros défauts, même si il est sécurisant, il n'a pas cette vitesse. Donc, il n'est pas. Voilà. Je suis pas sûr qu'entre So et Briançon, il y ait un gros écart de vitesse. Mais Briançon, je le trouve même plus rapide que So. Mais après, c'est que personnel. En tout cas, contre Dijon, c'est vrai, Dijon était faible. So a vraiment coupé plusieurs occasions, même si oui, Dijon est peut-être faible, ça j'en conviens. C'est pour ça que le retour de Briançon pose question. Moi, je veux pas m'attirer. Je vais me faire attirer les foudres des nous écoutent ou ceux ou vous-même. Mais Briançon, de par ses qualités footballistiques, et je parle bien seulement de qualités footballistiques, pour moi, ne m'impressionne pas. Je ne pense pas, je pense en tout cas, qu'il n'est pas indispensable par ses qualités footballistiques. Il est indispensable peut-être par ses qualités humaines et de caractère, de voilà, tout ce qu'on veut. C'est un guerrier. C'est un guerrier pour la Ligue 2, il faut des guerriers. Voilà, guerrier, mais voir les 3 qu'on a vus contre Dijon me choque pas. Après voilà, on va me dire que je te rejoins. Oui, mais Loris,
moi je te rejoins sur ton idée. Parce que moi pourtant, j'adore Briançon. Hein. Ça, je suis un fan numéro un. Je suis peut-être je suis un fan inconditionnel du joueur. Mais je le reconnais. C'est pas le joueur avec les meilleures qualités footballistiques. Mais avoir peut-être aussi sur le terrain, c'est un battant. Il a jamais rien lâché. On l'a toujours vu. Hein. Sa blessure contre le poteau, il va s'éclater contre le poteau. Il a la qualité du capitaine. Donc, peut-être justement de le mettre en axial est peut-être beaucoup plus intéressant, vraiment dans ce rôle central de ce mec, le battant, le capitaine qui gère ces deux mecs, voilà, qui gère bien ces trucs. Je serais plus tenté de le faire justement jouer comme ça. Ce qui m'interpelle et ce que je veux souligner surtout, c'est que en fait, on est tous d'accord pour souligner le très très bon match des trois centraux. C'est les trois centraux, c'est ce qui m'ont le plus dans le match contre Dijon et Annecy. Contre Dijon et Annecy, mais surtout contre Dijon. C'est que en fait, il est où le message que tu envoies en fait finalement? Parce que ils font 3 matchs taille patron enfin ils font un match taille patron les 3. Finalement Briançon il arrive, hop tu t'en sors un. Le message que tu envoies là, il est attends. Oui, mais rappelle-toi. C'est ton capitaine. Oui, ouais, capitaine. T'aurais déjà vu Perrin ne pas revenir dans une défense. Perrin était très fort, sa différence. Oui, mais alors le souci, vous l'avez souligné tout à l'heure, et je pense que c'est là une des raisons très importantes qui ferait que, d'abord, on n'est même pas sûr que Briançon joue contre Nîmes. Hein. Oui. Lui, il veut revenir. Je pense qu'il veut revenir. Il aura l'envie. Oui, mais peut-être que, justement, comme le dit Batles, il va le freiner pour pas qu'il y ait une rechute et qu'on le perde jusqu'à la fin de la saison. Et deuxièmement, Loris l'a souligné, et même Bastien l'a souligné, Cafaro devant être remplacé, il faut quelqu'un à sa place. Et l'idée d'Apia en piston droit se tente. Et d'ailleurs, c'est à la base pour ça qu'il a été recruté. Hein. Effectivement, c'est un joueur qui est polyvalent, mais à la base, il a été recruté pour être piston droit. Et donc, comme en plus à Nîmes, on peut peut-être s'attendre à souffrir un petit peu plus que contre Dijon, et qu'une défense remaniée ou un peu plus solide serait préférable, oui, je pense que c'est une idée que vous avez émise et qui me semble logique même. Qui me semble logique. Donc la rentrée de Briançon et le décalage d'Apia à droite. Parce qu'après, on peut se poser juste la problématique de si Cafaro est suspendu, il te reste qui vraiment pour le remplacer si t'as pas Apia? On peut pas être Pator. On peut pas être Pator, on est d'accord. Oui, Pator, t'as Namri, c'est catastrophique. C'est ça en fait le problème, c'est qui tu as, et Kader Bamba est beaucoup trop juste pour moi pour déjà être titulaire. Après, peut-être je n'en doute pas, titulaire, pas encore. On joue dans une semaine. Après, s'il a repris l'entraînement collectif demain, il a toute une semaine d'entraînement à faire. Oui, non, oui. Mais après, moi, je pense que le choix le plus logique, c'est de mettre quand même tout de même Apia piston droit. D'autant plus que Kader Bamba est gaucher, et que donc c'est pas vraiment son poste de le mettre à droite. Il est droitier, Bamba. Il est droitier ? Ah, d'accord. Oui, il est droitier, il préfère jouer à gauche pour pouvoir repiquer sur son pied droit. Mais du coup, vous êtes sûr qu'il va rester dans ce système-là, du coup, de ce que vous dites Est-ce qu'il va pas, du coup, revenir à un système à 4 derrière? Alors oui, je sais que ça paraît très bizarre, vu que sur... Ouais. Ça marche pas. Moi, je trouve que ça marche pas à 4. Je suis d'accord. C'est compliqué parce que... Est-ce qu'avec les absents qu'on a, est-ce qu'il sera pas dans une obligation, mais pour avoir tous les joueurs au bon poste et les placer correctement, est-ce que ça sera peut-être pas le meilleur? Je sais pas. Après, je suis pas dans cet avis-là et dans cette envie-là, mais est-ce qu'il va pas faire comme ça? Dans tous les cas. À 4 derrière, défensivement, dans tous les cas, si tu te retrouves à 4 derrière, c'est sûr que derrière tu pourras faire ton équipe, mais offensivement tu la feras encore moins parce que finalement t'as pas Cafaro pour jouer sur les ailes, t'as pas Bamba, t'as pas Charbonnier, donc au final tu joues avec quoi? Crasso devant, Wadji, et sur le côté t'as qui? Wadji à droite, Nkunku à gauche,
tu mets Petro latéral gauche, c'est ça que vous allez pas aimer. Mais du coup, et après, Non, et après, Non, vous non. mettez ton milieu. Coup ailier gauche, Petro à gauche encore moins. Wadji Non. à droite, on a vu ce que ça faisait. Jacques dans l'axe, c'est pas fameux, donc à droite, il est compliqué. Donc ça réduit beaucoup les champs. Hein. Oui, après. Il peut mettre à gauche. Après, à droite, je sais pas. Non, mais c'est plus. Moi, je pense qu'il gardera son système. Pas intégré. Il y aura peut-être des changements dans le système, mais plus de joueurs, mais il va garder son système. Comment tu peux justifier à dire à tes joueurs, on a mis un système en place, voilà, vous avez gagné 2 matchs, on va changer complètement de système pour revenir sur un autre truc. Le discours, il n'est pas très cohérent, quoi. Surtout qu'il bosse un système, il le bosse maintenant. Ah oui, mais c'est pas qu'il le fait par plaisir. Hein. Si je dis ça, c'est pas parce qu'il l'aurait fait par plaisir, il l'aurait fait par obligation de joueur. Mais oui, après, si avec son système-là, il trouve les joueurs au bon poste, parce que c'est ça, hein, faut pas mettre des joueurs qui sont pas au bon poste. On l'a très bien vu depuis le début de la saison. Quand tu mets un joueur qui est pas à son bon poste, il fait pas un match correct. Non, mais je suis d'accord. Par contre, je suis d'accord avec Bastien. Il a acquis, je le pense, quelques certitudes, maigres peut-être, mais quelques certitudes avec ce nouveau système, qu'il a sorti les fagots, qu'il a bien sorti de situations délicates. Je ne le vois pas en changer. Je le vois pas en changer, d'autant plus que quand on met 2 victoires consécutives, certes, avec des adversaires. Il y avait Annecy. Annecy était 9e quand ils sont venus. La victoire est méritée, même si la victoire est sur un but venu d'ailleurs, la victoire était méritée. Comme Dijon, contre Dijon, on n'en parle pas. Je pense qu'il va rester sur ce système. Et votre idée de mettre Apia à droite me va bien. Et remplacer poste pour poste Lobry à la place de Mouefek et Wadji en pointe à la place de Charbonnier, avec peut-être la difficulté que Wadji soit inexistant parce qu'on n'arrive pas à le trouver. On n'y a pas pensé parce qu'on l'a peut-être oublié, mais est-ce que si jamais il arriverait à être juge, je pense qu'il sera peut-être bon pour ce match-là, mais il n'a pas Pavlovic. En numéro 9, Alors, c'est ça que tu es en train de me dire là En numéro 9, Encore une option. Tu veux que Loris te trucide, non? T'es en train de te foutre, là, C'est pour faire plaisir à Loris. Ah oui, bah là oui, là tu veux l'envoyer en dépression, le gosse. Non, mais c'était évident, mais c'était juste pour signifier qu'on avait encore ce jour-là. Pour qu'il joue dans l'axe, tu me rassures, pas qu'il joue en 9. Ah non, moi je le fais jouer en défense, hein, je suis pas fou. Il a très bien joué en 9. À Angers. Moi je le mettrais 9, vu que mon esprit du football est contradictoire à tout le monde, il sera 9 pour moi. Ouais. En tout cas, moi je veux juste dire qu'on a pris un pour qu'il pallie à la blessure de Briançon, mais Briançon sera prêt avant que lui soit prêt déjà, donc c'est compliqué. Oui, c'est fort possible. C'est fort possible. On aime la FF pour ça. Hein. Il était même pas dans le groupe contre Dijon. Contre Dijon, oui, il est pas dans le groupe. C'est-à-dire qu'il est encore pas. Messieurs, petit prono. Après, nous on aime bien nous faire ça au mercato d'hiver, on l'a fait l'année dernière avec lui. Ouais, les coupes aux cheveux longs, on aime bien ça. On aime bien ça, les mecs cheveux longs, blessés, c'est pour nous. Et puis qui viennent ici, qui sont prêts 5 mois après, c'est intéressant effectivement. Ou qui sont jamais prêts. Niagnon, il n'a jamais été prêt. Donc là, lui, on va se souvenir. C'est magnifique. En 2 ans, le nombre de mecs, enfin, mais Modeste, c'est pareil. Oui, c'est vrai. Oui, mais Modeste, tu vois, malgré tout, il est reparti à Cologne. Et à Cologne, il fait une saison correcte. Oui, parce qu'on l'a relancé. Mais bon. Oui. On est peut-être en centralisation, je ne sais pas. Mais en tout état de cause, Niagnon, lui, il n'a pas. Il pas touché un ballon. Allez, on va partir sur les pronos. Passons au pronostic avant de terminer. Petit prono, et derrière, Melvin, tu nous feras ta conclusion sur le match des féminines, parce que Ah oui. Vous gagnez, donc il faut quand même qu'on parle un petit peu. Loris, je suis d'accord. Ton prono, Nîmes Olympique Saint-Etienne. Match nul. 1-1 au raccro, quoi.
Je vois bien. Ouais, 1-1. Je ne vois Un pas gagner. buteur côté stéphanois. Non, non, pas du tout. Franchement, je sais pas. Très bien. Albert. 2-1 pour bien évidemment les Verts. Et on tremble jusqu'à la fin. Et t'as des buteurs? T'as un. Oula, tu me demandes. Alors, je vais me mouiller. Hein. Je vais me mouiller. Attention. Non, évidemment, si tu me donnes les buteurs, si tu me demandes les buteurs, évidemment, Crasso, parce qu'il marche sur l'eau. Il n'avait pas marqué dans le jeu pendant 6 mois. Et là, coup sur coup, il marque 2 buts plutôt intéressants, un de la tête et un tir croisé imparable. Donc, effectivement, et même Loris l'a dit, il marche sur l'eau. Donc, il faut continuer. Et une frappe de l'Aubry qu'il ne va pas rater comme contre Dijon. Voilà. Pour mes deux buteurs. D'accord. Melvin. Bon, alors moi, ça sera une victoire et un clean sheet. Ça sera 2-0, sec et sans bavure. Parce que malgré que j'ai dit que Nîmes pouvait être dangereux, je nous vois quand même solides. Je vois qu'on a retrouvé un gardien qui sait utiliser ses mains. On a une défense assez solide. Donc, j'ai confiance en ces personnes-là. Donc du coup, je vois 2-0, Crasso sur penalty, parce que pas de Charbonnier, personne pour combiner, ça sera un penalty de Crasso. Et parce que du coup, le 1-2, ça va être difficile avec Wadji, hein, Loris. Il y aura juste. Et du coup, si titulaire, mon ami Briançon ira mettre son coup de tête comme un symbole. Et sinon, je rejoins totalement Albert. Et alors là, c'était mon idée de base. L'Aubry qui retrouve un peu de couleur, qui, au lieu d'être à la passe, va planter son but cette fois-ci. Et puis, voilà. N'oublions pas que le Vert nous doit une revanche. Parce que leur dernier match à l'extérieur, c'était une purge. C'était catastrophique et désastreux. Et qu'ils nous doivent une revanche par rapport à ce match-là. Et toi, Bastien? Ça fait combien de temps 3 victoires d'affilée? Ah, j'ai pas regardé. Ah, si. Si. On avait déjà eu cette discussion. 3 victoires d'affilée, c'est. L'année dernière? Non, c'est début de 2019-2020. Ouais. Quand on commence par 3 victoires d'affilée, on est premier au bout de 4 journées. Ah oui. Et puis après, on enchaîne avec. La dernière victoire était Marseille en plus. A toujours été là-dedans, c'est-à-dire confirmé. On pourra dire que certes, on est hors de la zone de relégation ce soir. Cependant, en fait, Nîmes peut nous faire passer d'un côté à l'autre, soit d'une équipe toujours convalescente et malade, parce que si tu perds à Nîmes, dans tous les cas, c'est comme si les compteurs étaient remis à zéro, ouais, ou alors on repart sur d'autres, c'est-à-dire que c'est plus la même saison en fait, à partir du moment où on gagne. Je dis pas qu'on sera sauvé, hein. Mais là, tu passes carrément à une autre saison. Et finalement, ce match de Nîmes rappelle aussi de il y a 2 ans, avec Kazri qui gagne, et ça nous fait passer sur une autre saison. Et là, c'est une grosse étape, Nîmes, en fait. Hein, pour moi, c'est pour ça que je vois le nul, en fait. Parce que Saint-Etienne n'est jamais bon quand il faut confirmer. Donc, moi, écoutez, je vois la courte victoire des Verts sur la plus petite démarche. 1-0. Et allez, je vais essayer de vous surprendre parce que je pense que c'est Ibrahim Wadji qui va marquer. Et je vais même aller plus loin, il marquera dans le même style que quand il a marqué contre Annecy. J'en suis persuadé. Voilà. On arrivera il peut marquer que comme ça. Hein. Il peut marquer que dans la profondeur, de toute façon. C'est exact. Dans son pur style. Melvin. C'est compliqué. Oui, à une défense à 3. Hein. Parce que dans une défense à 3, Wadji aurait besoin d'un mec qui a un pivot comme un peu Charbonnier qui prend la place qui occupe les 3 défenseurs et ça lui laisse de la place. Dans un Annecy, si je dis pas de bêtises, il joue à 2 derrière, non? Ouais, mais comme Nîmes, hein. Ouais, et voilà, donc là, ça sera peut-être plus facile pour Wadji parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé et on se moque beaucoup de Wadji, mais il était seul face aux 3 centraux. C'est vrai que c'est compliqué pour lui de faire les différences. Alors que là, quand il part dans le dos avec 2 défenseurs, c'est plus simple pour lui. Surtout qu'il est en face de Congré et Koulibaly qui sont pas des petits clients. Ouais, voilà, c'est ça, effectivement. Même s'il est rapide. Enfin, après,
tout le monde dit qu'il est rapide, je le trouve. Enfin, moi, ça m'a pas impressionné sa rapidité bord terrain, mais. Oui. Bah, pense c'est tout qu'il droit. Lui, c'est du tout droit. Et donc, voilà. Tout droit. Allez, de Melvin. toute façon, incroyable. Bon, bah on Melvin, va, les féminines. on va parler de la SS féminine. Bon, ça va faire plaisir à un des plus grands fans de la SS féminine, hein, Loris. Alors, les féminines qui ont joué du coup cet après-midi face à l'OGC Nice dans un match, dans un choc le premier contre le troisième, donc c'était une sacrée rencontre. Avec un début qui a été assez compliqué, qui a été haché dans le jeu, et c'était un sacré combat. Après l'ouverture du score de Laurie Jésus, toujours elle, qui vient ouvrir un peu les espaces, les Vertes enfoncent le clou sur un corner bien exécuté de Cindy Caputo pour une tête de l'anglais. Après, Cindy Caputo vient mettre son but et d'un joli festival dans la défense. Elle se joue de 3 ou 4 défenseuses avec une aisance technique assez impressionnante pour finir petit filet opposé. Une meilleure finition que Wadji. Et en toute fin de match, à la 85e, elle venait juste de rentrer. C'est Michaela Dayes qui vient marquer son premier but sur son premier match. Après seulement 4 minutes, elle vient récupérer un ballon qui est contré par la défense niçoise. Elle contrôle orienté et frappe premier poteau qui surprend la gardienne, et une superbe frappe et une superbe victoire qui leur en fait 13 sur 13 et qui les envoie encore première, et avec un petit matelas d'avance sur nos amis marseillaises. Bah écoute, merci Melvin, non, mais cette précision des féminines. Si Albert les peut nous féminines, faire oui. Non, mais tu as tout à fait raison. Les féminines méritent qu'on les mette un peu en avant. 13 victoires d'affilée pour les féminines, ça n'est jamais arrivé. Pour les Vertes, ça n'est jamais arrivé. C'est seulement la troisième fois que ça arrive en deuxième division depuis l'histoire de cette deuxième division. Donc voilà, c'est des résultats qui sont ultra performants. Comment elle s'appelle la dernière qui a marqué? Michaela Dayes. Dayes, il n'y a que 9 féminines qui ont marqué leur premier but pour leur premier match. Après, est-ce que c'est une défenseur ou une attaquante? Ça, l'avenir va nous le dire. Parce que là, il y a un petit micmac là, parce que là, il faut quand même en parler, parce que le site nous la présente comme une défenseur capable de suppléer les titulaires. Et on s'aperçoit que là, notamment aujourd'hui, elle a joué attaquante. Elle jouait ailière gauche, et que sur Internet, au vu de ses stats, on dirait plus une attaquante qu'une défenseuse. Mais bon, l'avenir nous le dira, comme tu le dis. Oui. Moi, c'est pas mal. Oui. Je t'inviterai à voir un match. C'est promis. La prochaine fois que tu descends sur Saint-Etienne. Non, bah écoutez, messieurs, sur cette bonne note, on va finir. Je vous remercie en tout cas d'avoir super sympa de parler avec vous, comme d'habitude. Ça a été une très bonne soirée. Je remercie à tous ceux qui ont regardé le live. On se donne rendez-vous du coup non pas dimanche prochain, mais on se donne rendez-vous plutôt jeudi de la semaine prochaine, pour débriefer le match de Nîmes et faire l'avant-match de Saint-Etienne-Pau. Je vous dis à jeudi dans 2 semaines. Salut à tous. Ciao. Salut, ciao. Salut.